Bonjour à tous et toutes. Aujourd'hui, nous parlerons de la production et la consommation d'alcool dans le Tarn du XVIIIe siècle au XXe siècle par le biais de Jérémy Olvec, étudiant en histoire à la faculté Jean-François Champollion à Albi. C'est un sujet passionnant qui reflète plusieurs aspects socio-économiques. C'est parti pour le jingle. C'est l'Historio Podcast. Historio Podcast. On va vous en apprendre plus sur l'histoire. Tout d'abord, bonjour et bienvenue Jérémy dans notre podcast. Comment allez-vous? Je vais bien. Et vous, comment allez-vous? Ça va bien, ça va bien. Dites-nous Jérémy, pour les auditeurs qui nous écoutent, d'où venez-vous? Je viens de Mazamet, une petite ville à côté de Castres dans le Tarn, et je suis parti étudier à Albi, une ville gorgée d'histoire, à la faculté Jean-François Champollion, dans la licence d'histoire, pour à la fin de mon cursus me tourner vers le journalisme ou les archives historiques. Très bien, très bien. Et comment vous est venue l'idée de ce sujet? Eh bien, tout simplement parce que j'ai toujours vu des adolescents et des étudiants consommer de l'alcool, et je me suis donc posé la question à savoir, mais d'où vient cette culture de l'alcool ancrée sur plusieurs générations en Occitanie? Faisiez-vous partie de ces adolescents qui consomment? Alors oui, mais toujours avec modération évidemment. Alors avant toute chose, on rappelle bien évidemment que l'alcool est à consommer avec modération et prudence, car il faut savoir que selon l'OMS, l'alcool tue 3 millions de personnes chaque année, ce qui constitue donc un sujet qui n'est pas à prendre à la légère. Mais une fois cela dit, en quoi consiste plus précisément votre thématique? Alors mon sujet, je vais l'aborder en 3 points. Le premier étant l'approche technique de ce sujet, en passant par les techniques de production, les maisons de vin pour ensuite aborder les enjeux sociaux que sous-tend la consommation et la production d'alcool en Occitanie, pour enfin aborder les aspects économiques de ce sujet, avec notamment l'âge d'or de l'alcool dans cette région, ou encore la crise des vignerons et la crise du phylloxéra. Très bien, mais alors pour ce premier point, dites-nous en plus. Tout d'abord, la révolution industrielle entraîne de grands changements dans la production d'alcool. Qu'il s'agisse du secteur des fermentés ou de celui des distillés, tout change. Les cidres quittent le cadre de la ferme familiale et entrent en fabrication industrielle. Mais ce sont surtout les bières, les vins et les alcools forts qui connaissent leur révolution industrielle. Il faut dire que la circulation des vins est considérablement accélérée par la mise en place d'un réseau ferroviaire sur tout le territoire, en plus des voies d'eau déjà utilisées auparavant. Ensuite, l'alcool est aussi produit de manière artisanale. Et là aussi, il y a de nombreux changements. Aussi, en 1777, la Société libre d'émulation pour l'encouragement des arts, métiers et inventions utiles de Paris avait donc proposé un prix à celui qui trouverait la meilleure manière de construire des fourneaux et des alambics propres à la distillation des vins pour en tirer de l'eau de vie. Cela sera le point de départ d'une recherche active d'innovation dans le domaine, en particulier dans le Languedoc, à l'exemple du chauvin développé par Aimé Argande dans ses distilleries installées près de Montpellier. La connaissance du raisin s'enrichit énormément grâce aux travaux de Jean-Antoine Chaptal. Ces travaux révèlent que la fermentation transforme alors le sucre en alcool. La crise engendrée par le phylloxéra pousse alors à l'évolution de la vinification. Et il y a une volonté de course à la production. Un problème s'impose. La quantité s'impose à la qualité dans les vignes de plaine. La science est alors très importante pour apporter des nouvelles connaissances. Il y a une différence entre la production de vin blanc et de vin rouge. Les châteaux se spécialisent soit dans le rouge ou le blanc, ou bien même des fois produisent les deux. La région du Languedoc produit du vin dit bon marché comparé à la région bordelaise, avec par exemple le célèbre château Margaux ou bien la lande de Pomerol, plutôt destiné à l'exportation. Le château Saint-Chinian, dans l'Hérault, produit par exemple du rouge depuis 1857. Il y a une utilisation du vin rouge de très mauvaise qualité et les prix s'en ressentent. Ah oui, donc c'est en Occitanie que l'on consomme le plus, quoi. Tout à fait, c'est effectivement en Occitanie que l'on consomme le plus. Donc si je comprends bien, tout est parti de la révolution industrielle. Effectivement, c'est avec la révolution industrielle que l'on peut observer ces fameuses hausses de consommation dans tout le territoire occitan. Et donc après nous avoir parlé de l'approche technique, vous allez nous parler des enjeux sociaux, c'est bien ça? C'est bien ça, je vais effectivement vous parler des enjeux sociaux et je vais commencer ma partie en vous parlant de la répartition sociale. Donc, la demande en alcool se fragmente avec plusieurs classes sociales qui ne consomment pas les mêmes alcools, pour des raisons économiques mais aussi d'habitude au sein du groupe social. Les populations ouvrières, par exemple, dont la part au sein de la population augmente drastiquement avec l'entrée dans la révolution industrielle, consomment des alcools qui sont à leur portée financière, qu'ils peuvent se payer. En France, au XIXe siècle, la consommation de vin et d'alcool a connu un spectaculaire accroissement. Les productions consommées par les populations précaires étaient souvent d'exécrable qualité,
falsifiés ou colorés à l'aide de divers produits naturels ou de synthèse. Par ailleurs, dans le cadre de sa politique sur les libertés publiques, la Troisième République facilita à l'extrême l'ouverture des débits de boissons par la loi du 17 juillet 1880. Un débit de boisson est un établissement dans lequel peut être vendu à titre principal ou accessoire des boissons alcoolisées destinées à être consommées sur place ou bien à emporter. Dans certains quartiers populaires, on compte en moyenne près de 3 débits pour 5 immeubles. Né dans la première moitié du siècle, un discours hygiéniste des philanthropes et des médecins met en garde contre les ravages de l'alcool qui serait un fléau pour les classes populaires. Mais de nombreux ouvriers, notamment des socialistes de la première génération, reçurent très mal ces considérations moralisatrices de la part de ces gens ne connaissant pas leur mode de vie. Puis, dans les années 1890, le ton changea. L'alcoolisme et la fréquentation des débits sont désormais considérés comme des obstacles à la cause révolutionnaire et un mouvement anti-alcoolique syndicaliste et socialiste apparaît au sein de ces classes ouvrières. Cependant, l'alcoolisme ouvrier reste une inconnue. Nous n'avons aucune statistique d'époque permettant de cerner efficacement la consommation alcoolique des classes sociales et surtout les ravages que pouvait représenter la consommation d'alcool. Dans le monde paysan, rural et reculé, la donne n'est pas tout à fait la même. En effet, le vin est littéralement une des bases de l'alimentation au XIXe siècle, avec le pain, la viande et les céréales. Le vin est donc la boisson principale de ce milieu assez précaire. Mais les vins qui y sont consommés sont souvent des vins de coopératives de très mauvaise qualité, produits parfois de manière artisanale par les agriculteurs eux-mêmes, au même titre que l'agnole ou les eaux-de-vie qui sont produits directement dans les exploitations. Baudelaire nous dit: si le vin disparaissait de la production humaine, il se ferait dans la santé et dans l'intellect de la planète un vide, une absence, une défectuosité. Ainsi, nous pouvons voir que même chez les grands esprits de ce siècle, les grands écrivains évoluant pour beaucoup dans des milieux aisés, la consommation d'alcool est très importante. De même, nous observons des inégalités de consommation en fonction des territoires, ce qui peut aussi traduire de grandes disparités. Au XVIIIe siècle, la consommation d'alcool est avant tout une question sociale, car elle est au cœur de la vie quotidienne de ces populations. C'est ainsi que l'on peut voir la consommation d'alcool comme un facteur d'unité, de socialisation. Aussi, comme vu plus tôt, chaque classe sociale et chaque territoire ont des façons de consommer différentes. Mais l'on retrouve à chaque fois l'aspect de la socialisation. Les lieux où l'on consomme les différents alcools sont souvent d'ailleurs les bars, les débits, les cafés, qui sont des endroits où se retrouvaient les gens au XIXe siècle. Prenons l'exemple de la ville de Toulouse. Le bar, le Père Louis, existe depuis 1880 et est toujours ouvert de nos jours, ou encore le Café Bidan, ouvert en 1874, dont le nom veut littéralement dire en occitan bien boire. Ces cafés, dans le centre de la ville, sont essentiellement fréquentés par des populations aisées et sont des lieux de rassemblement importants. Pour citer un contemporain, Alfred Delvaux, dans son histoire anecdotique des cafés et cabarets, on se réunissait principalement dans une salle du fond, prise sur la cour de la maison, derrière le billard et à côté de la cuisine. On y mangeait d'abord et ensuite, on s'y livrait à des beuveries mirifiques, entrecoupées de conversations à gilets déboutonnés et de chansons à gorge déployée. Mais on ne jouait pas toujours. On ne causait pas toujours, on chantait surtout. De plus, comme vu dans la partie précédente, de nombreux débits sont apparus au cours du XIXe siècle, pour répondre à la hausse de la demande, notamment dans le milieu ouvrier. Très bien, je pourrais prévenir les générations futures à ce sujet. Et donc après nous avoir informés sur les enjeux sociaux, sur la production et la consommation d'alcool en Occitanie, vous allez nous parler enfin de ces enjeux économiques, n'est-ce pas? Oui, c'est bien ça. Je vais dès à présent vous parler de ces enjeux économiques. L'alcool, par son poids social et les évolutions de la technique de production durant le XIXe siècle, devient un enjeu économique et commercial majeur en France, mais également dans le territoire occitan. On peut tout d'abord parler de la période de forte croissance de l'alcool qui s'est déroulée lors de la fin du XIXe siècle, avec notamment la popularisation du vin d'octroi à Paris, qui coûte moins cher que la plupart des autres alcools, avec un prix qui reste abordable, et il fait son apparition en 1860. Entre 1830 et 1900, le nombre de boissons en France passe de 282 000 à 435 000. Et ensuite, à partir de ce que l'on nomme la Belle Époque, et plus précisément en 1873, la consommation de vin par habitant est de 119 litres par an. Entre 1901 et 1910, 17 litres d'alcool sont consommés en France par personne et par an. La consommation d'alcool augmente énormément et devient excessive aux alentours de la fin du XIXe siècle, que l'on pourrait qualifier comme l'âge d'or de l'alcool, qui est à peu près vers la fin du XIXe, début XXe. Lors de cette période, de nombreux alcools font leur arrivée et sont importés en France.
On voit notamment l'apparition du précurseur du Jet 27, le Jet Frère, qui devient ensuite le Peppermint en 1862, qui est à la base une liqueur de menthe créée en Occitanie et plus précisément à Revel. Or, une crise va intervenir quelque temps après, la crise des vignerons. Le 11 mars 1907 a lieu la première manifestation avec 87 vignerons. Puis, chaque dimanche, le nombre de participants augmente jusqu'à à peu près 500 000 manifestants qui se retrouvent à Montpellier le 10 juin 1907. D'abord non violentes, ces manifestations ne suscitent pas de réaction du gouvernement. Le mouvement prend une autre tournure suite à l'arrestation des deux leaders les 20 et 21 juin. Après ça, nous avons de violentes manifestations qui éclatent à Perpignan, Béziers et Montpellier. Quelques mois après le début de la révolte, l'armée est envoyée afin de réprimer le mouvement. Excusez-moi. Très vite, de fortes tensions au sein de la troupe. Beaucoup de militaires sont envoyés pour faire face aux manifestants, mais ce sont surtout des locaux qui refusent donc de marcher contre leurs proches. Une grande partie des leaders de la révolte sont arrêtés. En plus de ça, en 1907, une crise des vignerons a lieu dans le Languedoc. Cette crise est causée par le phylloxéra. Le phylloxéra est un insecte que l'on apparente à un puceron et qui vient des États-Unis. Cet insecte est presque invisible à l'œil nu et donne son nom à la maladie. En piquant le pied de la vigne, que l'on peut aussi nommer un cep de vigne, il entraîne la mort de la vigne en 3 ans. Cet insecte met à mal les vignerons français qui perdent beaucoup de leurs récoltes. Donc, pour conclure ce podcast, nous allons d'abord remercier Jérémy pour ses éléments pertinents apportés sur la production et la consommation d'alcool en Occitanie du 18e au 20e siècle. Eh bien, merci à vous de m'avoir invité. C'était un plaisir de partager mes connaissances avec vous. Ce fut très très intéressant de vous écouter, d'en apprendre plus sur ce sujet qui touche notre si belle région. Ce podcast est disponible sur notre chaîne YouTube Historio Podcast, en espérant que celui-ci vous ait intéressé et que vous irez jeter un œil aux autres podcasts disponibles. On se dit au revoir et à la prochaine dans un nouvel épisode de l'Historio Podcast qui portera sur un sujet tout autre. C'est l'Historio Podcast. Historio Podcast. On va vous en apprendre plus sur l'histoire.